Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Good Morning Toulouse. Vous embarquez à présent pour un nouvel épisode d'Odyssée, épisode 5, saison 4, et tout de suite, jingle. À mes côtés ce soir, le grand, l'unique, le terrible, Simon. Salut Oh Simon, là ça là, va? quelle présentation avec pleine d'entrain, ça va et toi? Très content de pouvoir me faire présenter cette fois-ci. Et toi, comment tu vas? Bah, très bien, je te remercie. Et puis écoute, oui, ça fait plaisir un petit peu de passer la balle. Moi c'est toujours un bon moment, mais surtout, vous avez pu découvrir son portrait, c'est le dernier sorti. Je ne le présente plus, mais je le présente quand même. Brand manager chez Anywaves, un parcours, disons, semé de multiples chemins, mais plein d'expériences. Il en parle avec des étoiles dans les yeux, le spatial comme son métier. Merci d'être avec nous à nouveau ce soir, Axel. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, merci de m'avoir invité et bonsoir à tout le monde. Alors, on va pouvoir tout de suite démarrer cette émission, et je vais démarrer d'ailleurs, je prends la main avec mon actualité japonaise, une actualité qui me vient de l'Est. Avec moi, avec mes deux comparses, nous allons parler tout d'abord de SLIM. SLIM pour la citer, donc Smart Lander for Investigating Moon. Alors SLIM, c'est une sonde japonaise, donc lancée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, pour le dire une troisième ou quatrième fois. Ça vient du Japon, hop, et de 5. Alors, Slim a fait beaucoup parler récemment. Pourquoi? Eh bien parce que Slim a l'uni il y a quelques jours, et elle s'est viandée, elle s'est croûtée, elle s'est pété la gueule, elle a atterri sur la tête. Alors, on pourrait se dire que bon, il y a quelque chose qui va pas, mais en fait, eh bien, les scientifiques avaient tout prévu, les scientifiques ont su retomber sur leurs pattes et finalement ont bien conçu leur sonde, puisqu'après quelques jours avec des gouttes sur le front, beaucoup de sueur, beaucoup de stress, eh bien la sonde, hier, donc nous étions hier le 29 janvier, a déployé ses panneaux solaires correctement, de façon tout à fait nominale, a récupéré plein d'énergie et a pu démarrer tous ses instruments. Donc finalement une mission qui commence très bien. On garde les yeux tournés vers la Lune grâce à nos amis japonais. Euh, une sonde qui aussi a fait un nouvel exploit puisque les Japonais ont avancé de un point cible et on dit dès le départ qu'ils atterriraient à moins de 100 mètres de ce point cible. Eh bien, mission réussie. Alors, autour de la table, à votre avis, on a un peu spoilé, mais à combien ils ont atterri? Moi, j'aurais dit qu'ils auraient été à la limite des 100 mètres, mais j'ai cru comprendre que je les estimais pas assez. Axel? Alors, j'ai eu quelques petites infos en interne, direct ils m'ont appelé là. On est vraiment dans la couronne des 50 mètres. Ah, c'est beau. Eh bien, 55 mètres. Ils ont réussi leur pari. Moins de 100 mètres, quasiment deux fois moins, et c'est une belle réussite. Alors vous aviez un petit peu suivi cette mission, pas trop. Je sais qu'Axel, toi, c'est quelque chose que tu t'es un petit peu renseigné. Ouais, un peu, j'ai eu un peu des infos et petit fun fact aussi, on n'en a pas parlé. Euh, les petits rovers lunaires là qu'ils ont balancés pour aller explorer toute cette croûte lunaire, c'est un fabricant de jouets qui a collaboré pour fabriquer ces trucs. Ils font des figurines Pokémon aussi, vraiment deux mondes différents, comme quoi tout est possible. Mais incroyable, incroyable. Mais ils ont collaboré dans quel sens? Ils ont participé au design, pas technique, je suppose. Alors, design technique, et, collaboration aussi avec Sony. Donc voilà, hein, c'est le fabricant de jouets qui a envoyé son petit rover sur la Lune. Le Japonais. fabricant de jouets a participé au design, Sony a participé à la conception des instruments, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est assez fou en fait quand on se dit que le mec il a designé des jouets Pokémon, puis il a designé des petits rovers lunaires parce que pourquoi pas. Ah, il n'y a pas de frontières, hein, c'est fou. Et on se dit que là, récemment, il y a 2, voire 3 missions, si on remonte un peu plus, qui ont échoué à se poser sur la Lune. Alors, certes, Slim s'est posé sur la tête, mais il s'est posé quand même, et visiblement, il est en tout cas en partie en fonction. Donc, pour les scientifiques, c'est très rassurant. Mais de se dire que ça a été fait en partenariat avec un constructeur de jouets et une boîte multimédia et jeux vidéo, mais quelque part, pour des Japonais, ça m'étonne pas tant que ça. Et c'est aussi pour ça que je les respecte, c'est qu'ils ont une audace que d'autres n'ont pas Une sur audace, des aspects très techniques, ouais, scientifiques, quoi. ouais, une discipline surtout, quoi. Aussi, ouais. Ils font les choses à fond. Et ça place le Japon en cinquième position des pays qui
ont posé un truc de manière tout à fait correcte sur la Lune après l'Inde. Voilà. Bah écoute, Félicitations à ouais, vous, chers scientifiques japonais. bravo, effectivement, vraiment. Et je vais en profiter tout de suite, on va passer à une autre actualité, pas des moindres. On va étudier, je vous spoile pas, mais quelque chose de haut intérêt. C'est lié à une pomme. Simon, je te laisse la place. Effectivement, alors lié à une pomme, je vais devoir vous raconter quelques trucs avant pour s'y raccrocher. On va parler d'une mission qui vient d'être validée par l'ESA pour le début de son développement, qui s'appelle LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna. Cette fois-ci, je ne l'ai pas réussi. Mais en gros, pour dire simple, on va étudier les ondes gravitationnelles. Elle vient de démarrer, donc son développement vient de démarrer en même temps qu'une autre mission qui s'appelle Envision et qui, elle, va étudier Vénus, mais on en parlera peut-être dans une autre émission. Donc on parle d'ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Pour faire un petit point physique tout d'abord, pour vous au quotidien, je pense que vous connaissez à la fois l'espace et le temps, à savoir qu'un objet peut être à un certain point dans l'espace, à un moment T, et plus tard se déplacer comme une voiture notamment. Pour les physiciens, l'espace et le temps dans l'univers ne font qu'un, ce qu'on appelle l'espace-temps. Jusque-là, c'est facile à retenir. Et en gros, les ondes gravitationnelles, c'est ce qui résulte de mouvements, ou en tout cas d'interactions entre deux corps très compacts et très volumineux, euh, notamment par exemple les trous noirs. Et dans le cas d'une collision de trous noirs, ce qui peut arriver dans l'univers, ce qui est assez cataclysmique, se propage un peu à la manière d'un caillou qui viendrait être lâché dans un lac, des ondes. Cette fois-ci, pas des ondes sur une surface d'eau, mais des ondes gravitationnelles qui peuvent être décelées, mais qui causent des déformations infinitésimales de l'espace-temps et qui peuvent être, en tout cas, senties partout dans l'univers, qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et la première observation sur Terre date de 2015, donc c'est vraiment très très récent d'un point de vue scientifique contemporain. Et ce qu'on souhaite faire, parce que sur Terre, pour pouvoir déceler des toutes petites déformations comme ça, on a besoin d'immenses instruments à base de laser. Et on s'est dit, pour faciliter un petit peu le travail des scientifiques et peut-être avoir une finesse d'observation beaucoup plus importante, on va envoyer un trio de satellites dans l'espace. Donc c'est donc la mission LISA qui sera normalement envoyée en 2035. Et l'objectif, c'est en fait de pouvoir les faire se synchroniser de manière à ce qu'ils se suivent dans l'orbite terrestre à 50 millions de kilomètres de la Terre, en tournant eux aussi autour du Soleil. Et on fera passer un laser de part et d'autre de chacun des satellites en forme triangulaire, un triangle équilatéral pour ceux qui se rappellent de leur cours de collège, avec chaque branche de ce triangle qui fera 2,5 millions de kilomètres. Donc là, très clairement, on a une sensibilité bien plus importante que sur Terre, et ce qui pourra donc nous permettre d'en apprendre plus sur les ondes gravitationnelles qui sont pour l'instant vraiment quelque chose de très très jeune mais très important pour comprendre la manière dont notre univers fonctionne et la manière dont des événements comme des collisions de trous noirs ou autres peuvent impacter leur environnement plus ou moins proche. Et donc, lancement prévu pour 2035. Mais pour l'instant, tout est au vert et de nombreux laboratoires français, chapeautés par le CNES et des labos du CNRS et du CEA notamment, vont participer à l'analyse et à la conception aussi de ces satellites. Donc moi, personnellement, j'ai très hâte d'en savoir plus parce que vraiment, c'est un phénomène qui est encore extrêmement jeune et qui, je pense, peut nous en apprendre beaucoup plus sur notre univers. Est-ce que vous, c'est une mission qui, déjà, dont vous aviez connaissance et ce qui vous botte un petit peu? Alors déjà, je vais te rassurer, je te fais gagner quelques années. Normalement, ça a été avancé à 2032, cette mission. Ok. Et en fait, ça s'inscrit dans le projet Cosmic Vision. On connaît notamment Rosetta, qui s'est posé sur la comète. Ouais, c'est ça, on veut venir étudier le cosmos, en apprendre plus, et aussi savoir qu'est-ce que la matière noire, tout ça, tout ça. Mais ouais, c'est des petites missions très sympas, avec beaucoup de techno derrière. Et ça se joue vraiment au milliardième de millimètre, les ondes gravitationnelles, donc c'est une prouesse technique qui arrive, quoi. Oui, Cosmic Vision, dont on a déjà parlé dans des podcasts, des épisodes précédents, avec notamment la sonde JUICE qui en fait partie, et aussi la sonde le satellite Euclide qui étudie la matière noire, JUICE, les lunes de Jupiter, des lunes très précises. Et oui, c'est LISA, finalement, c'est un projet hyper intéressant. Et ce programme qui balaye un petit peu tous parmi les plus grands mystères du spatial, la matière noire, la vie sur potentiellement d'autres astres, les ondes gravitationnelles. Tout ça, en fait, c'est passionnant et c'est vrai que c'est des programmes parfois qui sont peu médiatisés, mais qui, en fait, ont des promesses assez folles, je trouve. Donc Lisa, moi, je l'avais peu suivi. Je m'étais renseigné au départ quand j'avais vu le programme. Il y a eu un trou un petit peu. Et là, c'est vrai que cette remise à niveau fait plaisir.
Ouais, c'est le lancement réellement du développement. Donc là, tout va se jouer maintenant. Et l'objectif, donc peut-être 2032, dans les communications pour l'instant de l'ESA et du CNES, il restait peut-être un peu plus pessimiste en connaissant un petit peu le fonctionnement du spatial. Mais c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser pas mal de nos connaissances et de nos certitudes peut-être. Donc j'attends d'en avoir des nouvelles. Et en tout cas, c'était un top départ qui était annoncé par l'ESA. Eh bien, messieurs, je vous propose de découvrir une nouvelle musique à bord du point Space Culture. Il y a quelque temps, pour vous raconter une petite histoire, on a reçu un message sur notre Instagram horizon.actu d'un artiste qui s'appelle Arcade. Arcade-musique, musique avec un C, de son prénom Anthony, nous a contacté en nous disant qu'il avait créé un son, une musique avec un petit bout de la voix de Jean-François Clairvoy, grand astronaute, mais je ne vous en dis pas plus sur lui car l'occasion se présentera sans doute. Alors Anthony, Arcade, de son nom d'artiste, est originaire de Toulouse, la ville du spatial, une ville qui finalement met cet environnement à l'honneur, qu'il a lui-même bercé. Et donc, même s'il a conscience qu'il ne pourra peut-être jamais aller dans l'espace, eh bien, il a toujours gardé les yeux vers les étoiles, mais les pieds sur Terre. Et grâce à cette musique, il espère nous faire voyager un peu plus près des étoiles. Je vous laisse l'écouter, on en parle juste après. Notre mission, c'est d'aller explorer des mondes étranges. C'est aller là où on n'est jamais allé pour voir, pour augmenter notre connaissance. C'est dans les gènes de l'homme d'explorer. C'était donc Space Paradise, un son qui vous berce presque au son des étoiles un petit peu. C'est l'occasion de rêver, de prendre un peu plus de 2 minutes pour se laisser bercer, pour s'imaginer où on irait dans l'espace finalement. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça donne envie de se poser, ça donne envie de lire un petit bouquin, ça donne envie de regarder une vidéo un direct live depuis l'ISS. Et vous, Simon, Axel, vous en avez pensé quoi? Ouais, c'est très cool. Et le petit riff de guitare passe très bien et assez répétitif pour que tu puisses mettre la musique en repeat et pas te rendre compte que tu l'as écoutée 10 fois. Parce qu'elle est très courte, mine de rien. Et en vrai, non, franchement, pour une petite prod un peu lofi comme ça, je trouve ça très agréable. Et c'est vrai, avec notamment le petit discours de Jean-François Clairvoy en introduction, ça fait très spatial. Je trouve ça rentre bien dans le thème. Donc bravo à lui. Et puis, bon, on le recevra pour en discuter avec grand plaisir à l'occasion. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, je me voyais dans un open world là. Tout est possible. Donc très très chill, très agréable à écouter. Je pense que je me mettrai dans une session de travail. Je pense que ça passera bien.
Eh ben trop bien. Salut à toi, Arcade, Anthony, si tu nous écoutes, et merci beaucoup pour cette belle prod. Alors on va attaquer cette seconde partie d'émission avec un sujet tout à fait palpitant, tout à fait passionnant. Dans le New Space, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, plus ou moins en bien, plutôt en bien, parce qu'on est des passionnés, c'est un milieu passionnant et c'est un mouvement absolument palpitant. J'aimerais qu'on aborde, et parce qu'on a aussi la présence du magnifique Axel avec nous, la communication comme force du New Space. Alors le New Space, ce mouvement très dynamique qui se détache un petit peu pour parler vulgairement, du old space, des agences, par différents points, mais aussi par sa communication. J'aurais envie de qualifier une majorité de cette communication comme plus dynamique, peut-être plus proche d'un grand public, qui vulgarise plus, qui parle plus, peut-être plus transparente aussi, mais je m'égare. Pour l'avoir vécu, pour le suivre, c'est beaucoup d'entreprises de moins de 100 salariés. J'entends par là que les agences en ont des centaines, parfois des milliers, qui n'hésitent pas à communiquer en vidéo, en podcast, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, pour finalement véhiculer des réussites, des expériences, du storytelling, une histoire de vie, une histoire d'une boîte, d'une idée, d'un recrutement. Tout ça un petit peu, ça fait vivre, ça rapproche le grand public, ça rapproche l'étudiant, ça rapproche l'adulte, l'enfant, des étoiles, de missions très terre à terre, de missions parfois qui ne sont surtout dans l'espace. Et ça nous permet aussi de sensibiliser au fait que la coopération internationale, elle se fait aussi avec des acteurs de toute taille et de tout secteur. Alors, Axel, toi finalement, tu travailles dans une entreprise qui est tout aussi passionnante et qui a une vie tout aussi palpitante, tu l'as dit, en pleine croissance, dans une dynamique absolument formidable, Anywaves, pour la citer une nouvelle fois. Moi, comment tu vis finalement au sein de cette équipe de communication? Comment tu vis un petit peu ce mouvement du New Space? Qu'est-ce qui l'impulse un petit peu dans ton boulot, dans tes missions? Alors c'est sûr qu'on est vraiment... on fait pas du spatial traditionnel comme on l'a connu avec des gros satellites et tout. Le New Space, ça vient avant tout de projets étudiants à la base. On voulait quelque chose de plus petit, moins coûteux, facile à envoyer, parce qu'il n'y avait pas le budget, quoi. Donc c'est sûr que la communication est très différente, la dynamique aussi. On est loin des grosses institutions qu'est le CNES, la NASA, l'ESA, même si on travaille avec eux. On ne veut vraiment pas reprendre ces codes un peu vieillots, désolé, hein, mais ça manque un peu de peps. C'est vrai que le New Space, ça nous aide. C'est quelque chose de nouveau, il y a tout à faire, il y a tout à insuffler. Du coup, on peut donner une patte plus moderne, plus dynamique. C'est ce qu'on essaye, nous, de faire chez Anywaves, d'avoir un statut plus actif, plus communicateur. On va vraiment partager, comme tu as dit, les réussites, les nouveautés, nos innovations. Voilà, vraiment donner un nouveau souffle au spatial, le rendre plus abordable au grand public, et montrer que le spatial, en fait, il nous touche tous, ton téléphone, le GPS, Internet, enfin, tout découle du spatial. Donc c'est vraiment important que le monde le sache, et qu'en fait il y a un acteur du spatial lui aussi, même s'il ne travaille pas directement dedans, quoi. Ouais, et puis c'est vrai, tu l'as dit aussi, c'est un peu. Tu peux raconter plus facilement, je trouve, une histoire avec les startups du spatial et le New Space, plus qu'une agence qui a, comme tu le disais, un flot de salariés gigantesque et puis une histoire aussi beaucoup plus longue et souvent institutionnelle, étatique. Là, les startups, ça peut être des belles histoires de projets étudiants notamment, pas que, mais c'est vrai que pour beaucoup, ça partait de là. Et aujourd'hui, ça peut être des réussites gigantesques d'un point de vue économique, certes, mais aussi social et d'un point de vue innovation. Donc non, je pense que la communication, c'est quand même un outil qui est central pour ce genre d'entreprise et qui est plutôt bien investi. Tu as cité jusqu'à Facebook, quoi. Mais maintenant, les startups sont même sur TikTok, par exemple, pour certaines. Et c'est, je trouve, une sorte de, comment dire, de flexibilité qui, je pense, est un atout pour les startups, de pouvoir se dire, on fait ce qu'on veut, là où dans les grandes institutions, c'est pas le cas pour diverses raisons, mais je trouve que cette liberté, elle est plutôt bien investie par beaucoup de startups. Anywaves également, mais on n'est pas là Il y en a pour beaucoup faire de la d'autres. pub trop facile, hein, mais il y en a beaucoup d'autres également. Puis Anywaves n'est plus une start-up, si je dis pas de bêtises. Nous sommes un industriel du spatial. Oh. Attention, Il faut le attention. souligner. Mais c'est aussi ça, parce que la startup, souvent, c'est une étape préalable à autre chose.
Et c'est parfois ce gap de temps qui fonctionne pas pour certaines, parce qu'il faut le dire, les startups, c'est pas que des réussites, hein, mais quand ça fonctionne, ça peut être un très très beau tremplin. Et je trouve que ouais, il y a des choses qui émergent de ce milieu-là en France, en Europe et au-delà de l'océan Atlantique notamment, qui je trouve est vraiment très intéressant et fait bouger pas mal de choses dans ce qu'on appelle le All Space. Mais ça, on pourra peut-être en reparler. Mais toi, du coup, ouais, en tant que brain manager, comment tu te dis, est-ce que tu te dis avoir plus de liberté dans ce que tu fais ici que dans une grosse boîte, alors que peut-être que tu as aussi moins de moyens? Comment tu te situes par rapport à cet écosystème? Alors c'est sûr que par rapport à une grosse entreprise, on a beaucoup plus de liberté. Euh, une grosse entreprise, pour y avoir travaillé précédemment, surtout dans l'aéronautique, c'est long. Quand tu veux faire quelque chose, c'est très très long. Il y a beaucoup de process, parfois pas utiles. On délègue beaucoup, on va chercher ailleurs pour faire les choses alors que la main-d'œuvre existe en interne. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de liberté dans des jeunes entreprises et dans le New Space, puisqu'on se donne les moyens de faire les choses nous-mêmes et aussi on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les ressources, elles ne sont pas non plus illimitées. Euh, on est en pleine croissance, mais on n'a pas encore le budget de l'ESA ou du CNES, etc. Du coup, c'est couteau suisse en fait. Il faut être couteau suisse, faut se débrouiller, prendre un bâton et une corde et hisser le drapeau, quoi. Enfin, on essaie vraiment de faire nous-mêmes les choses et ça nous pousse à nous dépasser, à trouver de nouveaux moyens, de nouveaux médiums. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté que l'old space, mais c'est aussi par la nature du new space et des conditions actuelles, quoi. Et c'est vrai que pour l'avoir un petit peu vécu, moi aussi en interne, moi j'ai un peu ce sentiment, et c'est toi qui vas me dire si tu le confirmes ou pas, mais que alors je le redis, mais le hot space, enfin, en tout cas la communication qui vient des agences, elle est extrêmement cadrée, extrêmement stricte pour ainsi dire. C'est vrai que même au niveau des photos, on est sur des choses qui sont très serrées, très sérieuses. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'impulsion du New Space a aussi amené une communication spatiale plus humaine? On a des entreprises qui communiquent de façon extrêmement professionnelle comment dire, et cadrée, mais qui parfois se laissent aller à une photo, à un moment de vie un peu plus décontracté, un peu plus humain pour ainsi dire. Et moi, ça me donne un peu le sentiment que ça rapproche aussi un peu plus du public. Ça rapproche, c'est un vecteur du spatial vers le grand public. C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre en fait. On peut être très sérieux et en même temps se livrer et humaniser une entreprise, quoi. On est tous humains, il ne faut pas qu'on fasse peur. Une entité comme l'ESA, ça peut parfois être intimidant, alors que c'est des humains qui travaillent derrière, quoi. Donc oui, il faut arriver à garder quand même une image correcte. C'est aussi le rôle enfin c'est mon rôle en tant que brand manager, mais il ne faut pas non plus tirer en quatre épingles, quoi. On peut faire l'un sans l'autre. Et je pense que ça a quand même impacté la communication des agences spatiales notamment, parce que on le voit aujourd'hui quand même, ça s'ouvre un peu plus, il y a un peu le côté Internet, culture Internet qui est rentré dans leur communication, et c'est, je pense, une très bonne chose. Peut-être que ça déplaît à certains, hein, mais je pense que c'est important pour pouvoir rayonner plus largement, et je pense que là-dessus, on parle de All Space, mais mine de rien, c'est quand même eux et elles qui continuent à faire bouger pas mal de choses, et qui, comme tu le disais, produit des contrats qui peuvent vous intéresser vous aussi. Mais je pense que vous êtes en fait une arme complémentaire entre guillemets en termes de communication aux institutions spatiales plus traditionnelles. Et là, je trouve qu'il y a un vrai côté complémentaire dans l'accompagnement que peuvent avoir ces agences envers les startups d'un point de vue ne serait-ce que financier, mais aussi dans les collaborations qu'on peut voir sur certaines agences et startups. On poste notamment à SpaceX, qui fut un temps était une startup américaine, aujourd'hui il n'est plus beaucoup, mais qui a beaucoup profité de l'aura de la NASA, et qui aujourd'hui, sans forcément le vouloir, rend un peu l'appareil sur certains aspects. Mais en Europe, on a eu des succès. On parlait donc de Anywaves, mais on a eu Venture Orbital System, aujourd'hui Latitude, qui a beaucoup collaboré avec le CNES aussi en termes de communication, et avec l'ESA. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez important d'avoir ces passerelles, parce que on parle de New Space et d'Old Space, mais en fait, c'est deux parties très symbiotiques, complémentaires d'un même secteur. Faut pas Oui, l'oublier. oui, on converge vers le même point. De toute façon, c'est apporter l'espace à tous. Et ça passe forcément par le All Space, même si en fait, les chemins se croisent. Le New Space ne nous cantonne pas au New Space. On fait du New Space, on peut faire du All Space. C'est pas ça qui régit notre,
notre but, quoi. Mais c'est vrai que ouais, on est une manière un peu plus sexy du spatial, mais aussi parce que le All Space est déjà établi. Ils ont plus rien à prouver, quoi. Toi qui baignes dedans, puis même Simon, parce qu'on suit des choses, mais par tes missions et par la veille que tu peux faire, par tout ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a une action de com venant d'une entreprise, d'une entité qui s'oriente New Space qui t'aurait marqué? Quelque chose, une action de com sur un salon, sur les réseaux, tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir, mais quelque chose qui t'aurait marqué un petit peu. Ouais, enfin, alors moi oui, je fais beaucoup d'œil aussi spatial. Moi j'aime beaucoup la communication de Unseen, nos amis rennais, si on les appelle comme ça. Euh, Ils font de très très beaux films sur la réalisation de leurs produits et ce qu'ils apportent au domaine maritime notamment. Euh, c'est une communication pour moi exemplaire. Ils font ça très très bien. Il y a beaucoup de budget dedans. Et donc c'est aussi le contre-pied du New Space. On peut faire de belles choses avec des moyens raisonnables, quoi. On fait un petit coucou à Unseen Labs d'ailleurs, qu'on espère peut-être un jour recevoir sur les ondes d'Odyssée. Absolument. Ouais, et puis tu parles d'Unseen et des moyens qui sont mis dans la communication. Ça, c'est aussi une différence avec le All Space qui a pris du temps à accorder des financements. C'est pas parce qu'on travaille dans ce milieu-là qu'on le dit, mais à la hauteur de ce que peut proposer la communication d'un sens large. Et dans ces différentes startups françaises aussi, j'ai cité Latitude, j'ai beaucoup aimé aussi la série de vidéos qui sont sorties pour les premiers allumages de leur moteur Navier, qui a été... Enfin, moi j'ai pris une claque, hein. Au début, je voyais leur petite chaîne YouTube, ça faisait 400-500 vues, et ils avaient pourtant mis des moyens assez importants pour rendre ça très très professionnel. Et aujourd'hui, ça a participé à la connaissance de cette nouvelle technologie. Donc, franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est... L'audace du New Space du point de vue communication, moi, me donne envie de les suivre, d'autant plus en tant que professionnel et aussi en tant que passionné. Et je me dis que ça, je pense, donne des bonnes leçons à d'autres, même secteurs autres que le spatial, en montrant que c'est hyper important de se faire connaître et de montrer qu'une technologie peut être sexy et qu'un apport sociétal est aussi central dans l'émission de cette entreprise au sens large, en fait. Ouais. Mais tu peux avoir la meilleure technologie du monde. Si elle n'est connue de personne, c'est comme une idée, hein. Sans réalisation, elle ne vaut rien. C'est beau. Et pour mon exemple perso, et une petite fun fact, quand on était allé, mais notamment pendant mon expérience chez Anywaves, on était allé à un salon en Allemagne, et si je dis pas de bêtises, une ancienne collègue me corrigerait, mais je crois que c'est Nano Avionics qui avait fait une table qui reproduisait un petit peu un sol martien, et en fait c'était de la bouffe. Ils avaient fait des reproductions de rochers en fromage, du biscuit qui servait aussi à faire d'autres formes. Et c'est absolument fascinant. Et c'est un petit peu ce type d'exemple dont on parlait d'audacité. Voilà, on va jouer sur l'audacité, on va jouer sur un truc un peu original, un peu hors du commun, qui attire l'œil. Au début, on n'ose pas. Puis on voit quelqu'un qui bouffe un caillou, on se dit merde, qu'est-ce que c'est que ce délire? On bouffe à son tour un caillou, on se dit putain, il a bon goût ce caillou. Et c'est cool, ça fait voyager, c'est assez marrant. De toute façon, toi, quand il y a de la nourriture, t'es convaincu, hein. Ils savent parler à Thomas. Moi, j'avais une question spécifiquement sur tes missions. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite qui se crée du fait que vous avez des relations avec des clients? Vous êtes prestataire pour des clients, enfin vous vendez un produit pour des clients. Est-ce qu'en termes de communication, certaines fois cette position qui n'est pas de maître d'ouvrage, par exemple, comme peut l'être le CNES, ne vous limite pas dans votre communication d'un point de vue secret, mais aussi d'un point de vue volonté du client de communiquer de telle manière ou de telle manière? Est-ce que toi, en tant que brand manager, ça te met pas parfois des limites dans cette liberté qu'on évoquait dans le New Space? Alors c'est sûr que parfois ça crée beaucoup de frustration parce qu'on peut pas communiquer sur tout ce qu'on veut et, euh, et oui ça crée des limites qui sont pas de notre ressort. Donc ouais, beaucoup de frustration. Euh, mais c'est le jeu du spatial, c'est le jeu du domaine dans lequel on évolue. Et ouais, ça peut être politique, ça peut être client, ça peut être beaucoup de choses. Mais on s'adapte et on fait ça autrement. Parce que le but, c'est quand même, enfin, en tant que communicant, c'est toujours de valoriser les actions de ton entreprise, ta structure, etc. Et là, parfois, comme tu le dis, tu as le côté un petit peu frustrant de ne pas pouvoir dévoiler quelque chose d'assez incroyable aux gens en temps et en heure, ou même du tout. Parfois, il y a des choses qui sont secret défense, entre guillemets, enfin, sans parler forcément de milieu militaire. Et ça, c'est vrai que dans les grosses structures, souvent, c'est elles qui ont la main sur ça, en tout cas en partie. Et là, vous pouvez être dans une situation où vous pouvez plutôt subir, entre guillemets, la volonté d'un client.
et après de valoriser comme on vous laisse le faire dans les limites de votre contrat. Et c'est ça qui parfois peut, je pense, être un frein, mais aussi parfois une opportunité de faire autrement. Voilà, je préfère le voir comme une opportunité de montrer la chose autrement plutôt que d'être freiné. Alors c'est sûr, oui, au début, on se met en boule et tant pis, quoi, parce qu'on rate quelque chose, mais après, on se creuse un peu la tête et on trouve d'autres façons de communiquer dessus. Et c'est hyper intéressant et c'est vrai que il y a des contraintes, mais comme dans tous les secteurs, c'est vrai que ce soit dans le financier, dans n'importe quelle entreprise, c'est la grosse entité, le gros client qui va décider de ce qu'on peut ou ne pas communiquer. Et dans le spatial, dans le new space, il y a un aspect, comme tu l'as si bien dit, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect secret défense, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui vont un petit peu parfois complexifier aussi le boulot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une règle, un partenaire, une décision, un accord. Et ça, comme tu l'as dit, il faut être créatif, il faut tirer son épingle du jeu, il faut réussir à communiquer sans communiquer, mais en communiquant. Et est-ce que tu dirais que ça rend finalement le boulot plus intéressant? C'est sûr que c'est toujours stimulant d'avoir des bâtons dans les roues. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Donc oui, pour moi la création se fait dans la contrainte. Je suis toujours preneur d'un brief parce qu'un brief ça te fout des bâtons dans les roues et des murs à casser quoi. Donc oui, non, c'est toujours intéressant d'avoir une vie un peu plus turbulente. Tu as l'air si fier de ce que tu fais, donc c'est que finalement on sent bien qu'en effet, quelques contraintes, ça n'ajoute qu'un peu de piment à la création. Exactement. Ouais, et puis tu l'évoquais tout à l'heure, Thomas, aujourd'hui Anywaves n'est plus une start-up, donc tu as vécu un peu les deux côtés, le côté création vraiment, et puis d'un point de vue communication aussi, création d'une identité. Et aujourd'hui, tu vis j'ai envie de dire la professionnalisation, mais une start-up est professionnelle, mais dans le sens en termes d'effectifs, en termes d'opportunités, en termes d'objectifs. Est-ce que tu sens dans les volontés de communication, dans les axes, les positionnements que vous prenez, une évolution vis-à-vis de ces premiers temps à ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous êtes amené à faire à l'avenir? Oui, c'est sûr que plus on évolue, plus l'intention n'est pas la même. Notre discours évolue avec nos ambitions surtout. Moi, je suis arrivé chez Newwave il y a bientôt 4 ans. On était une petite quinzaine, une très petite quinzaine. On est bientôt 50 maintenant. Forcément, le message n'est pas le même. Forcément, les valeurs ne sont pas les mêmes. Elles évoluent. Non pas qu'elles n'étaient pas bien avant, mais juste on grandit. On était le petit ado dans sa chambre et on devient adulte. Donc forcément, ça évolue et ça permet d'être à l'affût. C'est-à-dire que moi, dans mon métier particulièrement, quand une image de marque change, il faut qu'on mette le paquet pour qu'elle soit communiquée et qu'elle soit respectée dans tous les services. C'est pas juste la communication, ça va être le département d'Indus, de logistique et tout. Enfin, vraiment, c'est tous les petits détails qu'il faut peaufiner pour que l'image soit qu'une seule image et pas des bribes qu'on récupère d'avant ou d'après, quoi. Donc, non, pour moi, l'évolution permet de se dépasser et permet d'être stimulé dans ce qu'on fait et ça nous pousse à faire toujours plus, quoi. Mais moi, j'aurais éventuellement une dernière question, et là c'est, tu peux t'avancer et tu ne t'engages en rien vis-à-vis de ton entreprise, mais toi, dans le cadre de ton poste actuel, ce serait quoi un petit peu ta mission de rêve? Le truc que tu aimerais faire un jour avant de quitter ce poste, si jamais tu le quittes, et je dis pas que ce soit le cas, qu'est-ce que là, aujourd'hui, te stimulerait dans peut-être que tu n'as jamais fait ou que tu n'as jamais poussé autant que tu le voudrais? Voilà, quel serait ton accomplissement, pas définitif, mais qui te ferait vraiment te dire là j'ai atteint un niveau qui me plaît vraiment, quoi. Alors c'est un peu pour l'instant inaccessible, hein, notamment, il n'y a pas de notamment, c'est pas possible. Enfin, moi je suis un fanat des nouvelles techno. Pour moi ça serait de redéfinir la découverte d'un produit qu'on peut mettre en vente pour nos clients. C'est vraiment une expérience immersive où, je sais pas, on parle l'Apple Glass et tout, là. Utiliser vraiment ces nouvelles techno pour redéfinir et euh, innover la vente de produits, quoi. C'est-à-dire que utiliser toutes ces technos pour, je sais pas, un mec qui veut lancer sa constellation, on modélise nos antennes pour qu'il les mette directement dans son projet. Ça te crée ton listing, on paye et basta, quoi. C'est vraiment redéfinir l'achat client dans la brain, quoi. Ça peut être vraiment très cool. Avec le côté immersif qui
il y a quelques années pouvait paraître un petit peu science-fiction, qui aujourd'hui, tu l'as évoqué avec les Apple Glass, je crois que ça va s'appeler comme ça, etc., serait pas si infaisable dans 10 ou 15 ans. Ok, le côté vraiment, la personne peut visualiser, entre guillemets, presque d'un côté palpable, comment ça s'intégrera, est-ce que, même d'un point de vue, je sais pas, compatibilité, taille, empattement, etc., ça rentre dans sa mission. Non, c'est intéressant, ok. Donc toi, ce côté déjà technophile aussi dans la communication Ouais, se retrouve beaucoup. je pense que c'est important, et notamment dans le spatial. On innove tout le temps, nos produits, c'est la pointe de la technologie. Donc pourquoi pas la communication et le market, quoi. Ouais, effectivement. Une petite révolution de la com, Ah, ça ferait peut-être, kiffer. peut-être. Eh bien écoutez, on a bien déblayé ce beau sujet que la communication dans le New Space. C'était hyper intéressant. J'invite tous nos auditeurs à se tourner vers les communications de Anywaves, de Unseen Labs, de Latitude et de tous les autres, de Maya Space, de tous ceux qu'on a reçus, qu'on recevra et qu'on n'a même pas eu encore l'occasion de citer, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont folles. J'aimerais remercier à nouveau Simon pour ta présence, ta pertinence, ton audace. Merci Simon. Merci beaucoup à toi. Et puis, je vais te laisser le remercier, mais je suis très content d'avoir pu recevoir un profil comme Axel parce que le côté créatif, c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup eu pour l'instant et qui, mine de rien, est une part hyper importante du spatial, qui n'est pas toujours la plus mise en avant, tout comme la communication, mais l'un va un peu avec l'autre. Et vraiment, ça apporte un regard très différent et je pense qu'on aura plein de discussions en off et peut-être dans d'autres émissions sur des sujets qui sont les tiens parce que c'est quelque chose que même moi je connais assez peu, mine de rien, alors que pourtant on travaille avec eux, donc avec eux et elles. Et franchement, non, très, très content de cette émission qui est hyper intéressante, en tout cas je l'espère aussi pour les auditeurs et auditrices. Et puis merci Thomas d'avoir animé ça encore une fois d'une main de maître et on se retrouve très bientôt. Merci à toi Axel pour ta présence, pour finalement tout ce que tu nous as partagé, tes expériences, tes espoirs, tes envies et toujours ces étoiles que tu as dans les yeux et que tu nous as communiquées avec merveille et pour ta douce voix dans nos micros. Ouais, merci à vous deux pour cette invitation. J'ai passé un très très bon moment. Et toujours un plaisir de vous suivre, en tout cas sur les réseaux et sur vos podcasts. Merci beaucoup et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et bien tout de suite, un gros bisou à tous et à très bientôt sur les ondes de Good Morning Toulouse à bord de notre voyage, de notre Odyssée.